merci mille fois de cette introduction formidable, merci. Oui, donc je vais effectivement vous parler de ce que j'ai fait, de ce qui m'occupe depuis pas mal d'années maintenant, puisque ce livre dont tu parles, je le fais à l'espagnol, hein, j'ai entendu, hein, tutoiement. Donc, ce livre dont tu parles est sorti en 2006, mais c'est encore une recherche qui m'occupe. Je travaille en ce moment à un livre sur l'invisible, ce qu'on ne montre pas, la manière dont ça s'absente, plutôt que la manière dont ça se montre. Donc, j'aborderai cet aspect-là dans la dernière partie de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour que voilà, vous voyez vers quoi je vais. Et ce n'est pas du tout une recherche qui appartient au passé pour moi. Ça a été ce livre, peut-être les prémices, au contraire, d'un travail qui continue de s'élaborer. Alors, j'ai fait un handout, enfin un exemplier. Comment ? Voilà, il y a deux, évidemment je n'ai pas agrafé, mais il y a deux feuilles qui suivent, et c'est surtout pour peut-être les pistes bibliographiques que ça pourra vous intéresser. J'en ai fait 15, on est peut-être un peu plus nombreux, il faut peut-être faire 1 sur 2. Alors, donc oui, je vais vous parler de la catastrophe sur la scène anglaise contemporaine, en ayant bien sûr à l'esprit que la scène anglaise contemporaine, c'est une scène européenne hein, et qu'elle s'inscrit dans l'Europe, même si pour les Anglais, vous voyez, quand il y a une tempête sur le Channel, c'est Storm over the Channel. L'Europe est isolée, nous, tout va bien. Mais c'est quand même une scène européenne et c'est comme ça que je crois qu'il faut comprendre la chose. Alors pour commencer, peut-être quelques remarques liminaires. Tout commence en fait, et c'est la raison de cette première image, tout commence avec Beckett et le cogito beckettien pour les Anglais et pour ceux qui écrivent en langue anglaise. C'est toujours là, oui. Tout commence avec Beckett. Il pleure, donc il vit. Il pleure, donc il vit. C'est le cogito beckettien qui s'énonce entre Ham et Clove dans fin de partie, et qui inaugure une dramaturgie contemporaine de la catastrophe, une dramaturgie de l'effondrement du sens, et avec elle une ère où le théâtre devient le lieu de la douleur, parce que pour le dire avec Kristeva, la douleur est le lieu du sujet, là où il advient, et c'est sur cette scène-là qu'il faudra que le sujet advienne. Alors, ce cogito beckettien est repris de multiples manières par tous les dramaturges contemporains. Évidemment, je n'aurai pas le temps ici de les aborder tous, mais je vais parler de quelques-uns qui sont peut-être des figures iconiques de cette scène contemporaine. Et je parlerai en particulier de Bond, Edward Bond, de Sarah Kane et peut-être un mot ou deux de Howard Barker, dont j'ai vu que vous aviez choisi le portrait pour annoncer cette séance, puisqu'effectivement, il est l'auteur de ce concept qu'est le théâtre de la catastrophe. Donc je dirais peut-être un mot. Mais donc Bond va écrire « Tu es le lieu de ta blessure ». Sarah Kane reprend ça en disant « Je suis le lieu de ma blessure ». Donc il y a de leur part, après Beckett, une volonté de mettre en mots, de mettre en corps, de mettre en voix, de mettre en espace la catastrophe et la blessure. La blessure qui n'est pas, comme la blessure physique, guérissable, mais une blessure qui renvoie à une plaie ouverte qui renvoie à un événement traumatique responsable d'un effondrement du sens et qui, parce que précisément cet effondrement ne s'appréhende pas, eh bien, continue de creuser les chairs et de toujours faire retour. Alors, le théâtre qui m'intéresse, c'est le théâtre en effet de ceux qui viennent après. Je cite ici George Steiner dans Langage et silence, « Nous venons après ». C'est un théâtre donc qui ne cesse d'interroger la relation entre l'art et la barbarie, entre l'art et l'horreur, entre l'art et l'abjection, donc Kristeva dit qu'elle est la face intime de l'horreur, pour faire émerger une poétique de la cendre, une poétique de la catastrophe. Alors on peut lire ce théâtre, voir ce théâtre à la lumière des apports des théoriciens du trauma qui fleurissent surtout de l'autre côté de l'Atlantique, et qui se regroupent sous le titre générique de Holocaust Studies. Et ce sont ces gens-là que je cite dans la bibliographie que j'ai fait circuler, des gens comme Shoshana Fellman, Saul Friedlander, Dominique Lacapra, Cathy Caruth, qu'on aura, et je vous le signale déjà, l'honneur d'accueillir au mois d'avril au colloque Violence et écriture organisé par Vallée.
Voilà, donc des gens qui se rangent tous sous cette déclaration un peu liminaire de Bond à l'aube des années 70, je suis un citoyen d'Auschwitz et d'Hiroshima. Voilà ce que va déclarer Bond, qui travaille Auschwitz comme paradigme de tous les épisodes génocidaires plus récents, si vous voulez, voire de tous les traumatismes, ce qui évidemment n'est pas sans poser quelques problèmes. Vous vous doutez donc, bien sûr, que construire Auschwitz comme paradigme du reste, c'est assez problématique. Donc un théâtre qui est celui de l'après, après Auschwitz, après Rwanda, après Bosnie, après 9/11, après la catastrophe. Ou précisément face à la catastrophe. Quel mur dresser face à cela? Comment est-ce que ça réverbère la catastrophe? Comment est-ce que ça la traduit? Comment est-ce que ça réagit? Autant de traumatismes historiques, Rwanda, Bosnie, etc., et c'est ce qui m'intéresse aussi particulièrement, autant de traumatismes historiques, de traumatismes publics qui ricoche sans cesse dans l'intime. Et c'est ça qui fait, à mon sens, la particularité de cette scène contemporaine, c'est de voir ricocher l'historique, l'extime, si vous voulez, dans l'intime, dans la chair, dans le sujet. Ce que construit Angelica Lidl, c'est ça, et ça fonctionne, on peut la lire, Angelica Lidl, je crois, comme quelqu'un qui serait directement héritière de Sarah Kane d'une certaine manière. Enfin, il y a en tout cas des transversalités à creuser qui me semble évidente. Donc un théâtre qui se construit sur la faillite du sens, sur cette inconsolable de la pensée, pour reprendre la très jolie expression de Myriam Revaud-Dallon, sur la faillite des modes de représentation traditionnels après la perte du projet humaniste du langage et de l'art. Alors en effet, perte du projet humaniste du langage, disqualification du langage. Deux ou trois rappels. En 1955, Adorno déclare le poème barbare. Vous avez ça en tête, je n'y reviens pas, mais écrire un poème après Auschwitz est barbare. Il reviendra là-dessus, mais je ne vais pas prendre le temps de... Enfin, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu. Je rappelle juste que la réaction, face à cette catastrophe-là de l'effondrement du poème, Celan réplique immédiatement par la fugue de mort et par grille de parole, créant ici un poème non pas après Auschwitz, mais d'après Auschwitz, et donnant ainsi le coup d'envoi de cette poétique de la cendre. Un autre jalon, pour moi, c'est la parution en 1969 de Langage et silence de Steiner, qui est un auteur vers lequel je reviens beaucoup, et qui résume la question de l'aporie linguistique et de l'aporie poétique à la faveur de quelques images et formules choc. On pense en particulier à ce moment où il évoque les nazis qui écoutent du Bach et du Schubert le soir, qui lisent du Rilke et qui le lendemain vaquent à leur sinistre besogne dans les camps d'extermination. Donc faillite de l'art et faillite du poème avec un grand P au sens large consommé. On sort, dit Steiner, de l'ère de la primauté du verbe, on entre dans une phase de dépérissement du langage, d'une forme on entre dans une ère où ce qui domine, ce sont les formes post-linguistiques, et c'est extrêmement intéressant de l'entendre formuler comme cela. Peut-être une ère qui ferait la part belle au silence, un silence en tout cas plus ou moins partiel, et qui réhabiliterait le silence, non pas, qui ferait du silence non pas un autre du langage, mais précisément sa matière même. Alors, ce constat du dépérissement du langage ou du mot, qui ne serait plus que le fantôme de lui-même, etc., Beckett l'affirme déjà dans « Oh les beaux jours », et ça doit être... voilà, ça doit être sur l'exemplier que je vous ai donné. J'ai juste relevé cette phrase de Winnie que je vous donne ici en anglais, mais qui dit « Les mots vous lâchent, il est des moments où même eux vous lâchent ». Et elle se tourne vers Willy à ce moment-là. Pas vrai, Willy? Pas vrai que même les mots vous lâchent par moments, etc. Donc les mots, il y a cet effondrement de la langue qui est déjà là chez Beckett. Beckett va parler d'une langue qui ne charrie que des cadavres. Reprenant ici un peu le leitmotiv, le topos du théâtre dit de l'absurde. Bien sûr, là non plus je ne reviens pas sur cette étiquette rapide, mais vous voyez, Adamov parle de mots usés jusqu'à la corde, d'un squelette du langage. Ionesco va parler de mots qui ne parlent plus, de mots qui ne parlent pas. Voilà, donc on se retrouve en présence d'un langage qui sait que once upon a time, il y avait un langage. Donc un langage qui s'inscrit dans le vestige, dans le relief, dans le reste, dans la trace. Un langage qui, du coup, ne peut pas s'empêcher d'être désespéré par ce souvenir du verbe dont parle Steiner. Alors,
face à cela, que faire? Se taire, c'est bien sûr une solution ou montrer qu'on se tait, manifester cet acte de se taire, mettre en scène des voix qui se taisent et en tout cas inventer un théâtre qui ne soit pas porté par ce langage qui était le langage animé par le projet humaniste, mais précisément un langage qui a fait son deuil de ce projet humaniste. Et c'est de cela que s'empare la scène contemporaine, je crois, cette scène de la catastrophe, qui va du coup écrire un langage catastrophique, c'est-à-dire un langage du renversement, un langage qui fait le contraire de ce à quoi on s'attend dans le langage, c'est-à-dire précisément pas d'établir ce pacte humaniste dont on pourrait s'attendre à ce qu'il fonctionne encore. Donc le théâtre va devoir inventer d'autres formes, trouver, et je le dis avec Barker, donc Howard Barker, qui est l'inventeur de l'inventeur sur la scène anglaise, en tout cas, de ce concept de théâtre de la catastrophe. Je le dis avec lui, un de ses personnages, il va falloir, pour tout ce sang, il va falloir inventer un nouveau rouge, un rouge qui pue. Et dans ce rouge qui pue, il y a bien sûr la métaphore de cette langue nouvelle qui va devoir jaillir et faire face à la catastrophe. La question de fond que ça pose ici, c'est celle de la localisation de la tragédie. On ne peut plus penser la tragédie dans la forme de la tragédie. C'est-à-dire que la forme de la tragédie classique, le modèle organiciste, le bel animal, la téléologie qui nous conduit d'un début à une fin, ce beau modèle est caduque. Et ce qui devient, si vous voulez, le modèle de la tragédie, si ce n'est plus le modèle organiciste, c'est un corps bégayant, c'est un corps qui hoquette. Ça n'est plus du tout cette belle téléologie qui nous amène d'un point A à un point Z. Donc, relocaliser la tragédie dans un autre chose ou en tout cas relocaliser le tragique dans un autre de la tragédie. Et cet autre de la tragédie, ça peut être le théâtre des pitres, pour reprendre la jolie expression de Yann Cott, c'est Beckett, le théâtre des pitres et non plus le théâtre des prêtres. Ça peut être le théâtre de la contrainte, aller chercher dans, vous voyez, les pratiques de l'Oulipo, les pratiques oulipiennes, où on redynamise la langue grâce aux mathématiques, une langue qui aurait perdu sa logique, redynamisée par les mathématiques. On peut aller chercher là, dans le ludique d'un théâtre de la contrainte, une autre forme de tragédie. Et ça peut être, bien sûr, des dramaturgies qui prennent des formes très particulières et qui, pour faire vite, puisque c'est un peu le but ici aujourd'hui, pour faire vite s'articule sur la scène anglaise, en tout cas, autour de deux esthétiques dominantes qui sont d'un côté le tout montrer, le tout dire, le in your face, hein, donc on en prend plein la gueule, ça a été la scène dominante jusqu'à l'aube du XXIe siècle. Et puis l'autre tendance qui est au contraire de mettre l'accent sur le fait que le trauma et la catastrophe nous fait disparaître, elle oblitère, elle troue. Et c'est donc au contraire une dramaturgie qui s'inscrit dans le ne plus rien montrer. Donc deux esthétiques finalement antagonistes qui se font jour presque au même moment. Et donc je voudrais dire un mot ici avec peut-être une charnière, si j'en ai le temps, autour de la construction de ce sujet monde, de ce moi monde, de cette intime extime qui permet justement peut-être la transition entre le tout montrer et l'abstraction et le ne plus rien montrer. Donc 3 points, bon élève que je suis, 3 points, le montrer, la charnière de ce moi-monde comme précisément compulsion de répétition qui s'inscrirait non plus seulement sur la scène historique, mais sur la scène intime, et enfin le trou, l'absence. Alors, tout montrer pourquoi? Tout montrer pourquoi? Parce que la scène est conçue comme preuve, elle a valeur de preuve. La scène a une portée non seulement performative, et c'est là, je crois, que les dramaturges contemporains innovent, elle a non seulement une portée performative, mais elle a une portée ontologique, c'est-à-dire que mettre en scène, c'est authentifier la barbarie. Et c'est comme ça que la plupart des dramaturges qui optent pour cette esthétique du in your face conçoivent les choses. Lorsque, oui, tiens, j'ai un peu oublié ça. Lorsque Sarah Kane découvre cette pièce d'Edward Bond qui s'appelle Sauvé, le cœur de cette pièce, c'est la lapidation d'un bébé dans son berceau. Lorsqu'elle découvre ça, elle dit « J'ai été profondément choquée par la lapidation du bébé, puis je me suis dit, si on prétend qu'on ne peut pas représenter quelque chose, alors on nie son existence, et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement borné. »
Donc, il y a une nécessité pour la scène de faire acte de reconnaissance de la barbarie, et plus que ça encore, styliser la barbarie, puisqu'évidemment il s'agit de styliser la barbarie, c'est lui donner un ontos, c'est la fonder dans son être. Il faut donc mettre en scène le martyr dans sa martyrisation, parce que le martyr, et vous le savez étymologiquement, c'est le témoin. Bond nous fait entrer dans la chambre à gaz auprès de la mer intérieure, une pièce qui évidemment a fait largement scandale. C'est prodigieusement problématique pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Je vous renvoie bien sûr à la polémique déclenchée par Claude Lanzmann, etc. Donc qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Mais précisément, moi, c'est cette transgression-là qui m'intéresse et qui intéresse les partisans de la frontalité au théâtre. La mise en scène de la barbarie, c'est faire en sorte, en quelque sorte, c'est faire en sorte de déjouer la morale, c'est aller contre la morale pour refonder ce que j'appellerais une scène éthique. Donc, aller contre la morale pour refonder l'éthique. D'abord, ce qu'il faut montrer, c'est ce dont on ne peut plus se dépêtrer, c'est-à-dire les morts, l'humanité morte, la catastrophe première, la catastrophe inaugurale. Et je renvoie dans la bibliographie au bel ouvrage d'Hélène Kuntz qui, précisément, place dans la dramaturgie contemporaine la catastrophe non pas en 5e acte comme le faisait Aristote, mais qui parle de cette catastrophe inaugurale qui se fait jour sur la scène contemporaine. Je rappelle que pour Aristote, la catastrophe a lieu dans le 5e acte de la tragédie, c'est-à-dire que cette catastrophe, ce renversement, est intimement lié au moment de la reconnaissance, de l'anagnorisis, et c'est précisément le moment où Édipe va se crever l'œil, va se crever les yeux, voilà. Que chez Hegel, d'ailleurs, elle est pratiquement indissociée, la catastrophe est indissociée de cette prise de conscience, donc elle arrive très tard. Or, dans les dramaturgies contemporaines, elle est première, elle est inaugurale, et c'est d'abord ça qu'il faut montrer, d'abord comment survivre dans cette catastrophe, comment survivre au milieu de, comme le dit Ionesco, tous ces cadavres, Amédée, comment s'en débarrasser, ils sont tous là, ils grossissent, ils ont les pieds qui poussent, et on n'arrive plus à les faire sortir de la pièce. Donc, je mets ici une image, je vous propose ici une image de la classe morte de Cantor, parce que à l'aube des années 70, on est vraiment, vous voyez, c'est la scène européenne qui est contaminée par ça. C'est pas du tout quelque chose qui ne se travaille que sur la scène britannique. La classe morte, ici, montre bien ce que Beckett va formuler par tout l'univers pue le cadavre, tout l'univers pue le cadavre, et ce que Bond va reprendre ensuite par « je sais que vous êtes un homme parce que vous avez forme de cadavre ». Donc une cadavérisation, alors évidemment en anglais c'est intéressant, « the whole universe thinks of corpses », parce que corpse ça veut aussi dire un raté au théâtre. C'est quelque chose qu'on rate, donc c'est pas qu'un cadavre, c'est voilà, un raté, un ratage. Et précisément ça en dit long sur la nécessité d'une lecture métatextuelle du théâtre. Alors, je suis très agacée avec ces lunettes qu'un jeu de coups je mets, un coup pas. On connaît la même chose, oui. Je les mets pas. Oui, voilà, mais alors si je les mets pas, je vois plus, donc c'est insupportable. Donc le théâtre a vocation à montrer pour prouver et surtout pour dire l'impossible être après et l'impossible vivre avec. Et pour ça, il faut choquer. Il faut choquer et ce sur quoi je voudrais passer 2-3 minutes avec vous, ce sont deux outils, à mon avis, conceptuels assez intéressants, élaborés par Edward Bond, et qui, bien sûr, dont la portée dépasse largement le cadre du théâtre d'Edward Bond lui-même et peut s'appliquer à l'ensemble du théâtre contemporain. Et ces deux outils sont l'aggro effect, l'aggressivity effect, qui est une sorte de réactualisation de ce que sur la scène shakespearienne on appelait le striking effect, c'est-à-dire à un moment ça décroche et on a une scène de violence intense qui fait prendre conscience non seulement intellectuellement mais viscéralement de la violence qui est en train de se produire. Et puis le deuxième outil, c'est ce que Bond a appelé l'événement de théâtre, et je voudrais en dire un mot parce que ça me semble être peut-être un peu le cœur du problème. Alors les aggro effects, aggressivity effect,
c'est une expression que Bond va créer sur le même mode que l'effet d'aliénation brechtien, hein, mais précisément pour aller contre l'effet d'aliénation. Avec l'aggressivity effect, ce qui se passe chez Bond, ce qui est visé par Bond, c'est de recourir au choc visuel et émotif de façon précisément à ne pas engager le spectateur seulement intellectuellement dans la démarche qui ferait qu'il se reconnaîtrait à une scène traumatique, enfin qu'il se reconnaîtrait dans la culture traumatique, mais une réaction viscérale. C'est-à-dire qu'il faut choquer. C'est un peu la rencontre, si vous voulez, de Brecht et d'Artaud. Hein, c'est un peu Brecht parce que c'est la distance, donc on prend conscience, mais en même temps on y va avec ses tripes, donc c'est Artaud. C'est-à-dire que la scène devient le lieu d'une expérience. Ce n'est pas le lieu de la représentation, il ne s'agit plus de représenter la barbarie, puisque de toute façon on n'y arrive pas, on a bien compris que ça c'était le dead end, donc il s'agit de la faire revivre, et ce revivre-là, il a lieu par les tripes, donc c'est, vous voyez, à la fois Brecht et Artaud. Et puis ce que fait Bond avec cet aggro effect, c'est qu'il en tire les conclusions, donc il va mettre ça en place au début de sa carrière. Bond, pour la petite histoire, c'est quand même un des types qui a réussi à faire tomber la censure en Angleterre. La censure en Angleterre, elle est jusqu'en 1968. Hein. Et donc Bond, c'est celui qui lapide les bébés sur la scène, qui présente la reine Victoria en lesbienne anthropophage, qui se lèche les doigts après avoir mangé ses bébés. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui va de l'avant, on peut le dire. On peut le dire comme ça. Et alors, donc il va tirer les fils de sa démonstration et il va construire un autre concept qui va être plus opératoire, à mon sens, sur la scène du XXIe siècle, qui est celui de événement de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'un événement de théâtre? On pourrait dire n'importe quoi devient un événement de théâtre. S'asseoir sur une scène, c'est un événement de théâtre. Et c'en est, bien sûr, un quand on sait à quel point c'est difficile de trouver sa place dans le monde. Mais donc, un événement de théâtre, c'est une métaphore scénique qui permet de cerner l'humanité au cœur de l'inhumain. Voilà. Donc, ce que Bond va s'efforcer de faire, et c'est pour ça que je vous dis que ce sont des outils qui dépassent de loin la dramaturgie bondienne pour s'appliquer à tout le champ contemporain, globalement, ce que Bond va s'efforcer de faire, c'est de construire son théâtre autour d'images clés qui permettent de cerner l'inhumain au cœur de l'humain ou l'humain au cœur de l'inhumain. J'ai fait figurer sur le handout deux citations. Une de Bond, tirée des pièces de guerre, Red, Black and Ignorant, qui dit « In bad times, it should be human to do good, but in bad times, good cannot be done ». Bon, ce paradoxe-là, qui est un peu la réplique de ce qu'écrit Agamben, « L'homme et le non-homme est véritablement humain, celui dont l'humanité fut intégralement détruite ». Alors, essayez de trouver des images scéniques qui permettent des images oxymoriques, qui permettent comme ça de faire jaillir l'humain au cœur du non-humain. C'est ce à quoi s'applique Bond. Et peut-être qu'une des premières trouvailles de la scène bondienne, c'est la création du monstre dans cette trilogie qui s'appelle Les pièces de guerre. Dans cette trilogie, le monstre, c'est une pièce qui a lieu après la catastrophe nucléaire. Et le monstre, c'est en fait la taille adulte, l'adulte que serait devenu ce fœtus évacué dans la fournaise atomique. Donc le fœtus, évidemment, mort-né dans cette fournaise-là, s'il avait vécu, s'il avait grandi, il serait devenu ce monstre-là, qui est donc, en quelque sorte, une représentation métonymique de l'inhumain dans l'humain. Voilà, c'est une des premières images. Ça, c'est la mise en scène de Françon. Là, une autre mise en scène. On comprend donc un travail, là, sur le langage du corps qui permet de faire émerger cette inhumanité au cœur de l'humanité. Pour vous donner un autre exemple de cet événement de théâtre, dans une autre pièce de Bond qui s'appelle Café. Ça se passe à Babillard, on est au bord de la fosse, les Ukrainiens et les nazis sont sur le point de fusiller des milliers de juifs. Un soldat est là qui boit son café, un camion arrive avec un groupe de juifs supplémentaires à fusiller, et là il croyait lui qu'il avait fini sa journée, et donc il envoie balader sa tasse de café. C'est un détail minuscule, mais toute la Shoah, globalement, est contenue dans ce détail minuscule. Donc c'est un travail, si vous voulez, par métonymie, qui permet, là, de faire émerger l'oxymore, la contradiction profonde de cette humanité de l'après. Alors, donc vous le comprenez, ces agro-effects dépassent de loin le cadre de la dramaturgie bondienne, et ils sont notamment ce qui permet d'appréhender
le théâtre de Sarah Kane, sur qui je voudrais rester un peu là, parce que dans une œuvre courte, Sarah Kane est une jeune dramaturge qui se suicide à l'âge de 29 ans après avoir écrit 5 pièces de théâtre, donc une œuvre courte et finie. Qui est très représentative parce qu'en fait, dans le cadre de son œuvre, elle passe du tout montré au plus rien montré. Et c'est un peu pour ça que je vais la retenir ici comme objet d'étude particulier, enfin comme sujet, pardon, d'étude particulier. Donc, Kane, quand elle commence à écrire, donc, opte pour une dramaturgie intensément visuelle qui va généraliser cette pratique bondienne de l'agro effect ou de l'événement de théâtre. Sa première pièce s'appelle Anéantie, elle a été montée plein de fois en France. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette pièce. C'est une pièce qui commence par la réplique « I've shot in better places than this ». J'ai chié dans des endroits plus sympas que cela. Donc vous voyez, la langue, quand elle a lieu, doit porter une visualité choquante. C'est une langue de choc qui est mobilisée. Et si ce n'est pas une langue de choc, eh ben, on ne la mobilise pas, on ne parle pas. Donc on va avoir très souvent dans cette pièce une parataxe d'images. Le personnage principal en train de manger un bébé mort, hop, noir, puis à nouveau la scène, le personnage principal précisément en train de déféquer, puis noir, puis Enfin, vous voyez, une succession comme ça d'images, choc, qui montre bien qu'on a évolué, on n'est plus dans l'agro effect qui était un surgissement momentané censé vous faire prendre conscience de quelque chose et censé décrocher, faire acte de décrochement, mais là, l'agro effect est devenu comme un régime de croisière en quelque sorte. Hein, c'est un régime de croisière, ça définit toute la poétique et ça devient un régime de croisière parce que ça devient finalement une nouvelle modalité du réalisme. Et c'est ça que j'aimerais bien continuer à creuser, la manière dont le point culminant de la stylisation peut finalement être réinvesti par le réalisme. Ça me semble vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc pourquoi montrer ces scènes extrêmement traumatisantes? Eh bien précisément pour faire de la scène non pas un espace de représentation, mais un espace de présentation, un espace qu'elle va appeler, Kane, un espace expérientiel, donc non pas expérimental, mais un espace de l'expérience où on vit de l'intérieur cette expérience de la scène catastrophique. Donc un refus, si vous voulez, d'une scène monument, d'une littérature monument, au profit d'une littérature événement au sens fort, c'est-à-dire au sens où ça advient là sur scène pour vous dans un temps d'une plénitude incroyable. Alors, l'idée, je crois, qui est derrière, c'est précisément d'engager le spectateur dans sa responsabilité éthique, lui faire prendre conscience, le contraindre en quelque sorte à se reconnaître dans sa relation à la culture post-traumatique, post-catastrophique. Et je crois que là, on pourrait presque définir cette scène comme une scène qui construit un pacte éthique avec le spectateur. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire de cette scène qui montre tout. Et je voudrais continuer à me concentrer sur Kane, d'abord, donc, comme je vous le disais, parce que son œuvre est très représentative, et ensuite parce que c'est peut-être l'œuvre qui m'aidera le plus à aller vers ce qui m'intéresse en ce moment beaucoup, qui est cette dramaturgie de l'évidement, du creux, etc. Et entre les deux, il y a cette transition qui est cette scène qui construit le personnage, non pas comme le personnage brechtien type que serait la mère, le soldat, etc., mais comme un personnage réinvesti d'une psychologie, réinvesti d'un sujet au sens psychanalytique, mais en même temps dont le sujet se fait le miroir des cataclysmes historiques. Kane, dans sa troisième pièce en particulier, va vers cela. Elle construit une pièce sur un amour incestueux entre un frère et une sœur extrêmement intense et mortifère. Et cette pièce a lieu sur les ruines d'un camp de concentration.